En tout cas, en 2018, l'Ukraine est devenue le pays le plus pauvre d'Europe et celle où la chute du niveau de vie a été la plus dramatique. C'est ce qu'a déclaré Viktor Medvedchuk. Il a dit d'ailleurs, je cite Inextinso, l'Ukraine a été parmi les leaders mondiaux de la chute de niveau de vie. C'est tout un programme. Hein. Ouais. Ainsi, en 2018, le PIB par habitant en Ukraine est le plus bas d'Europe et l'Ukraine se retrouve à la 134e place mondiale sur 186. On n'a pas été très loin, on a tout un petit paquet de pays africains. Ah oui, on est sur le chemin, là, c'est clair. Hein. Avec 2656 $ par habitant contre 4030 quand même en 2013. C'est pour ceux qui me disent que l'économie ukrainienne va mieux. Le salaire minimum ukrainien, 148 $ est seulement la moitié du salaire bulgare, qui est 300 $. Déjà, le salaire bulgare n'est pas élevé, mais alors quand tu es à la moitié du salaire bulgare, je pense que ça en dit long. Et l'Ukraine détient aussi la dernière place du classement pour le salaire moyen avec 320 $ par mois. Voilà. Par contre, la corruption, elle se porte très bien, puisque l'Ukraine est première du classement des pays européens les plus corrompus. Ce qui impacte bien sûr le score de la liberté économique, où l'Ukraine est dernière en Europe. Magnifique. Et tout ça pour un pays qui, je rappelle, est sous perfusion économique du FMI, de l'Union européenne, des États-Unis, du Canada, etc., etc., etc. Et niveau finance, donc ça s'arrange pas pour Kiev. Donc j'avais parlé qu'ils avaient quand même un petit paquet de pognon à rembourser. 2019, l'Ukraine doit rembourser 15 milliards de dollars de dette et prévoit d'en emprunter 12,3 milliards. En gros, ils vont emprunter pour rembourser le plus gros de ce qu'ils doivent. Non, mais c'est ça que ça veut dire. C'est de la cavalerie, hein. Ça s'appelle de la cavalerie. C'est ça. Je veux dire, puis bon, entre ce qu'ils prévoient d'emprunter et ce qu'ils vont emprunter pour de vrai, je pense qu'il y aura beaucoup plus. Hein. Sur la dette qu'ils doivent rembourser, il y a plus de 6,3 milliards de dollars qui sont de la dette extérieure, c'est-à-dire entre autres le FMI. Et qu'en 2018, la dette ukrainienne a augmenté de 2,6% et que le nouveau programme du FMI prévoit une aide de 3,9 milliards de dollars, dont 1,4 ont été déjà versés en décembre. Et que là, l'Union européenne, donc ils ont lancé des discussions tripartites pour le contrat de gaz, là, celui qui arrive à échéance à la fin de l'année. Ah oui. L'Union européenne qui a demandé, sans rire, à la Russie, de faire un contrat où ils garantissent qu'ils feront circuler minimum 60 millions de mètres cubes de gaz par an, donc assurant un revenu d'à peu près 3 milliards à l'Ukraine. Oh bah rien que ça. Voilà. Pour un truc qui sera devenu inutile une fois que le Nord Stream 2 et le Turkish Stream seront opérationnels. Là, la Russie, ils se sont quand même demandé si on les prenait pas quand même pour des gros cons. Oh bah oui, tu m'étonnes. Hein, parce qu'il y en a qui ont dit on va pas payer 3 milliards pour des tuyaux inutiles qui sont détenus par des bandes de terroristes néo-nazis qui utilisent ça comme levier de chantage politique. Je veux dire, et puis qui essaient d'extorquer du pognon à la moindre occasion, puisque Naftogaz a lancé une nouvelle demande devant la Cour d'arbitrage de Stockholm, justement alors en demandant des compensations pour le fait qu'elle va perdre le contrat de gaz. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Mais où est-ce qu'on a vu jouer ça? Ils osent tout, hein. Voilà, donc ils ont demandé 12 milliards pour compenser ça, et ils disent, mais si vous renouvelez le contrat, on demande plus que 2 milliards. Mais là, Alexei Miller, le PDG de Gazprom, donc la société russe, il a dit, mais ils sont complètement à l'ouest ou quoi? Enfin, tu vois, en mode, mais ils sont complètement cons. C'est au sens figuré, au sens propre. Hein. Ils sont à l'ouest, voilà, c'est clair. Hein. Voilà, non mais là, c'est du grand n'importe quoi. Donc, c'est du grand délire. Et alors, pendant ce temps-là, alors ce sera pas à Kiev, ça sera en France, on a eu une news comme ça, qui nous a été livrée par Spoutnik, qui est quand même magnifique. Donc on a eu un écrivain français, Patrick Besson, qui essaie de chercher les liens historiques de l'État ukrainien avec la Crimée. Tout un programme. Ouais, donc, parce que suite au rattachement de la péninsule à la Russie, il a voulu creuser plus profondément la question des liens entre Kiev et la Crimée. Et donc, il a fouillé, et il nous a pondu un article dans le journal Le Point, intitulé « Pour la Crimée ».
Et en fait, il a rien trouvé. C'est-à-dire que en fait, ni les manuels d'histoire, ni les écrivains tels que Tolstoï ou Tchekhov n'ont mentionné l'Ukraine dans le contexte de la guerre de Crimée, entre autres. Je rappelle qu'il y a eu une guerre de Crimée au XIXe siècle. Oui. Il a quand même souligné que concrètement 4 pages du livre d'Albert Mallet et Jules Isaac, Naissance du monde moderne, sorti en 1961, sont dédiées à la guerre en question, qui a duré de 1853 à 1856, mais pas une fois les mots Ukraine ou ukrainien n'apparaissent. C'est quand même révélateur. 19e siècle, t'as personne qui parle d'Ukraine. Comme il a souligné, le sultan ne déclare pas la guerre en 1853 à l'Ukraine, mais à la Russie, dont le tsar n'est pas ukrainien mais russe, Nicolas Ier. L'Angleterre et la France ne rompront avec la Russie qu'en 1854, mais nulle part n'est annoncé une rupture de ces deux grandes puissances occidentales avec l'Ukraine. Quand Otto von Bismarck refuse de s'engager aux côtés des Russes, ça a été fait sans jamais citer l'Ukraine dans ses explications. Le futur roi d'Italie, Victor Emmanuel II, et son ministre Cavour ont rangé le royaume de Sardaigne aux côtés des Alliés contre la Russie, et non contre l'Ukraine. Quand les forces britanniques, françaises et sardes ont assumé la tâche de détruire Sébastopol, l'écrivain pointe qu'il n'y a pas d'allusion à une quelconque flotte ukrainienne en Crimée, mais les forces alliées s'engagent contre la base de la puissance maritime russe en mer Noire. La défense de Sébastopol est organisée également par un Russe, le général Édouard Todlenben. Toujours pas d'Ukrainien. On cherche. Vers la fin du conflit, le général MacMahon est venu enlever en septembre 1855 le bastion Malakoff aux soldats russes et non à l'armée ukrainienne qui n'existe pas. Et donc Patrick Beston dit l'Ukraine, qui revendique pourtant aujourd'hui son autorité sur la presqu'île de Crimée, ne participera pas à la signature du traité de Paris du 30 mars 1856, qui mettra un terme au conflit. Celui-ci ne restera pas dans l'histoire comme la guerre d'Ukraine, mais comme celle de Crimée. Sans pour autant s'en contenter, M. Besson a aussi évoqué l'aspect culturel, se tournant vers les œuvres des écrivains russes, Tolstoï, Tchekhov, pour trouver une allusion quelconque à un rapport politique ou militaire entre la Crimée et l'Ukraine. Malheureusement, dans les récits de Sébastopol de Tolstoï, tous les militaires protégeant la ville sont russes, et même sous, ils ne lèvent pas un verre de vodka en l'honneur de l'Ukraine. Et bien que l'action de la nouvelle de Tchekhov, La Dame au petit chien, publiée en 1899, se déroule à Yalta, site touristique criméen s'il en est, l'Ukraine est absente du texte. Les protagonistes ne sont pas ukrainiens et on ne trouve aucune mention de ce pays. Quand je vous dis que l'Ukraine, c'est une chimère, c'est un machin qui a été bricolé de toutes pièces. Voilà, c'est ce que j'ai toujours dit. Je veux dire, Ukraine, ça veut dire les marges de l'Empire, c'est les limites. C'est à la frontière, c'est ce qu'il y a à la frontière. Voilà, ça a été russe, polonais, austro-hongrois, puis russe de nouveau, et puis un jour, les bolcheviks en ont fait un pays. Mais c'est du bricolage. C'est du bricolage artificiel. Donc voilà, on en a la preuve, je veux dire. 19e siècle, guerre de Crimée, t'as personne qui te parle de l'Ukraine à l'époque. Mais personne. Voilà. Donc, je veux dire, là, je pense que c'est assez révélateur. En tout cas, là, on voit la campagne électorale a été bien lancée là, en Ukraine. Timoshenko a déposé ses papiers pour être candidate. Pour l'instant, Poroshenko est très mal barré. Très très mal. Pour l'instant, un des derniers sondages que j'ai vu, il était 5e. Ceux qui sont en tête pour l'instant, c'est la Timoshenko et le Zelensky, là. Le gars de la télé, là. Bon, qui est pas moins néo-nazi que les autres, je le dis ouvertement. Non. Donc, ça fait peur. Ça fait peur. Il n'y a même pas d'espoir avec ces élections, finalement. Qu'elles aient lieu ou qu'elles aient pas lieu, de toute façon, ce sera un désastre. Donc, moi, je m'attends pas à un truc. Là, je pense que la donne ne changera pas. Yuri Boyko, le candidat de l'opposition, est pour l'instant pas très très bien engagé. Donc, je pense que, de toute façon, même s'il monte au pouvoir, maintenant, les groupuscules néo-nazis ont acquis tellement de pouvoir que
ils peuvent faire pression, parce qu'à la base, Poroshenko, c'était pas un va-t-en-guerre, hein, je veux dire, c'est un businessman, hein, c'est comme Trump. Bon, on voit ce que les réseaux souterrains font, hein, voilà. Donc voilà, à partir du moment où les mecs ils peuvent menacer de te foutre la tête au bout d'une pique, ou de s'en prendre à ta famille, ou etc., bon, je veux dire, ils font de toi ce qu'ils veulent. Donc l'Ukraine va continuer sa descente aux enfers. La question c'est combien de temps l'agonie va durer. Voilà. Ça va dépendre d'un paquet de paramètres, mais je pense que ouais, ça va pas aller en s'arrangeant jusqu'au moment des élections. En tout cas, des élections à surveiller très très près. Et puis bah ouais, situation à surveiller aussi avec le Venezuela, où ils essayent de nous refaire un Maïdan à la vénézuélienne. Hein, donc on change pas une équipe de merde. Ils se cachent pas les mecs, hein, je veux dire. Remarque, pour le Maïdan, ils se cachaient pas non plus. On avait quand même la mère Nuland avec ses cookies sur la place du Maïdan. C'était quand même assez... Ce sera intéressant de visionner la séance du Conseil de sécurité, la réunion extraordinaire avec la Russie qui hallucine. Hein, elle dit je comprends pas toute personne intelligente hallucine. Enfin, je veux dire, c'est tellement grossier, c'est tellement visible. C'est là... Comme dirait l'autre, c'est plus un nez, c'est un pic, c'est un roc, c'est une péninsule, quoi. Enfin, je veux dire, là, celui qui vient me dire que c'est pas un coup d'état, soit t'as de la merde dans les yeux, dans des doses astronomiques, soit t'as un QI à un chiffre, quoi. Il y a des gens qui ont une capacité à nier les évidences qui est absolument extraordinaire. Ouais. Ah, c'est du déni de réalité. Il y en a un paquet qui dirige en France en particulier d'ailleurs. Ouais, c'est quand même magnifique. Donc voilà la situation. Faut surveiller un peu tout ça. Je pense que ça va pas. Je pense pas que ça va aller en s'arrangeant des masses. On voit des vindictes de plus en plus agressifs de certains. Néo-nazis ukrainiens, j'ai pas tout cité, mais on a un gars de l'OUN là qui avait été à la télé, il a sorti des trucs où il propose d'attaquer la Russie, enfin des trucs comme ça, des machins comme ça. Donc là tu te dis oula. Donc ouais, c'est devenu un asile psychiatrique à ciel ouvert. Et je pense que les élections, ça sera dans cette ambiance là, quoi. Voilà. Donc, je te dis à la semaine prochaine pour le prochain site-rep. Le 126, oui. Puis je te souhaite une bonne soirée. Je te remercie, je te souhaite également une bonne soirée, Christelle, et puis à la semaine prochaine, c'est-à-dire à samedi prochain, si on n'a pas de soucis entre-temps, bien évidemment. Hein. Ouais. À bientôt, à samedi prochain. Au revoir.